Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, le plaisir des 5 sens est garanti. Bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Le port de Hambourg, transformé en QG de la mode, voilà ce qui nous attend dans quelques instants. Docker et officier de la marine marchande ont inspiré l'un des plus grands couturiers au monde, Karl Lagerfeld. Il est né à Hambourg, il a détesté cette ville, avant d'y revenir pour un défilé écho à un lointain passé. On les appelle des pélivanes. Couverts d'huile d'olive de la tête aux pieds, ces héros de la lutte se retrouvent chaque année à Edirne en Turquie, sous l'implacable soleil de juillet. Vous verrez dans l'héritage que la lutte à l'huile n'est pas un simple art martial. Elle traverse près de 700 ans d'histoire. Après l'effort, nous irons chercher le réconfort en Ouzbékistan avec papilles. Des raviolis faits maison seront à l'honneur. Une partie aux épinards, une autre aux œufs. Les fameux Touroum Barak, le plat préféré des seigneurs d'Asie centrale. C'est vraiment très bon. Merci mon poussin. Enfin, à Lucerne, en Suisse, on reviendra sur une vente aux enchères qui hante encore le monde de l'art, celle d'une centaine d'œuvres dites dégénérées. Ça sera l'histoire inattendue. Allez, avant de partir explorer le monde, voilà la devinette. Elle concerne aujourd'hui la plus française des autrices britanniques, Daphné du Maurier. À 50 ans, c'est une romancière accomplie. Ses romans, Rebecca ou Les Oiseaux, ont été adaptés par Hitchcock. Elle décide de se rendre dans le Perche sur les traces d'un de ses ancêtres. Celui qui, d'après l'histoire familiale, était un noble ayant fui la France pour garder la tête sur les épaules. Savez-vous ce qu'elle a découvert ? La réponse, un peu de patience, je vous la donnerai en fin d'émission. D'abord, on a rendez-vous à Hambourg avec un capitaine aussi génial qu'extravagant. C'est avec Karl Lagerfeld qu'on lève les voiles. Des officiers en longue redingote, portant un sac polochon et coiffés d'une casquette de marin. Des capitaines à la corto maltaise, vêtus d'un pull torsade dessinant une ancre. Des écrous en guise de boutons sur un tailleur de tweed, siglés des 2C de Chanel. Décembre 2017, le couturier le plus célèbre de la planète renoue avec son passé. La collection était totalement hambourgeoise. Karl Lagerfeld s'y était préparé de manière très approfondie. Il a étudié l'histoire de la ville sur les 100 dernières années et a, en quelque sorte, intégré tout Hambourg dans cette collection. Pour la première et unique fois de sa carrière, Karl Lagerfeld vient présenter une collection dans la ville où il est né, 6 décennies après l'avoir quittée. Décrire la relation qui unit le couturier à Hambourg et à l'Allemagne est aussi difficile que de percer la brume de l'Elbe au petit matin. Méticuleusement, l'artiste s'est attaché à réinventer son histoire pour mieux construire son personnage. Pourtant, Karl Lagerfeld a distillé dans ses créations une part de lui-même, la plus importante, celle de son enfance. Ma mère disait « Hambourg est la porte du monde. Mais ce n'est que la porte, alors dehors. Je n'ai plus eu qu'un désir, sortir d'ici au plus vite. » C'est une campagne au goût de solitude. Une succession de pâturages où l'on s'étonne presque de croiser un mouton. Au nord de Hambourg, la région du Schleswig-Holstein est une terre plate où les vents de la mer du Nord et de la Baltique s'engouffrent tout au long de l'année. Ce paysage est le premier décor du petit Karl Otto Lagerfeld. Il a à peine 1 an lorsque sa famille s'installe dans l'imposant manoir de Bissenmoor, à quelques kilomètres de Hambourg, aux abords de Bad Bramstedt. C'est ici, là où la nature est omniprésente, que se dressait jusqu'à la fin des années 70 la grande villa, le manoir familial des Lagerfeld. Enfant, j'ai eu la chance de le voir. Otto Lagerfeld, le père de Karl, acquiert la bâtisse en 1934, l'année suivant l'accession au pouvoir d'Hitler. À Bad Bramstedt, l'enfant vit comme un prince en son royaume.
Karl Lagerfeld côtoyait les enfants des fermiers. Il faut imaginer des garçons robustes qui couraient pieds nus en plein hiver. Karl, dès son plus jeune âge, était déjà très différent de ces garçons qui volaient les œufs des oiseaux dans les nids et sentaient toujours le fumier. Je trouvais humiliant d'être un enfant, un être de seconde catégorie. Dans cette nature sans distraction, le jeune Karl plonge en lui-même. Il s'habille avec soin, porte les cheveux longs, maîtrise l'allemand, l'anglais et le français, et surtout dessine divinement. Tout ce qui reste des Lagerfeld, ici à Bad Bramstedt, c'est ce banc et une inscription dans l'album de poésie de mon père. Dans cet album, Karl Lagerfeld a écrit en 1947 « C'est par les épreuves de la vie que nous apprenons à chérir ses bienfaits ». C'est une citation de Goethe. Dans cette dédicace de Karl Lagerfeld, on remarque tout de suite ce trait de pinceau délicat qu'il utilise pour dessiner les fleurs et la façon dont il met en valeur les lettres. Son talent artistique se révèle déjà ici. Les autres inscriptions sont plus classiques, mais celle de Karl Lagerfeld se démarque par sa singularité. Aux yeux de Karl, les centaines d'hectares de la villa de Bad Bramstedt ont des allures de forêt légendaires. Il se réfugie dans un monde idéalisé, à l'image de la chanson des Nibelungen, une œuvre poétique rédigée au tournant du XIIIe siècle que le couturier prétend avoir lue d'un bout à l'autre à l'âge de 5 ans. Cette épopée fondatrice de l'identité germanique irrigue toute l'histoire de l'art allemand. Mise en musique par Richard Wagner, Karl Lagerfeld imagine en 2011 un défilé où le héros, Siegfried, traverse une forêt percée de rayons de lumière. Il a ajouté des éléments inspirés, selon ses propres mots, du film de Fritz Lang sur les Nibelungen, où Siegfried resplendissait dans une forêt baignée de brume, éclairée par une lumière tamisée. Il a, en quelque sorte, transporté la forêt de son enfance au Grand Palais. S'en est inspiré pour concevoir l'ensemble de la collection. Pour lui, la forêt, c'était avant tout les couleurs. Il évoquait le vert de la mousse, le beige de l'écorce. On retrouve toutes ces nuances dans ce défilé Chanel. Ces couleurs, réminiscence de l'enfance du créateur, Lagerfeld a longtemps préféré les oublier. Il a 9 ans lorsqu'à l'été 1943, près de 10 000 tonnes de bombes incendiaires sont larguées sur Hambourg et ses environs par les Alliés. L'Allemagne est une patrie spirituelle, où je ne peux prendre que ce qu'il y a de bien dans l'esprit et la culture allemande, mais dont le quotidien et les choses néfastes, désagréables, honteuses, ne me concernent pas parce que je ne les ai pas vécues. Une amnésie comme un bouclier contre les horreurs du nazisme et la honte qui, à la fin de la guerre, s'abat sur sa patrie. Son destin, Karl Lagerfeld le dessinera ailleurs. À 19 ans, il quitte Hambourg pour Paris. C'est le début d'une parenthèse de 4 décennies. Revenir à Hambourg, c'est accepter d'accoster sur des souvenirs mouvants. Ils ont, pour Lagerfeld, les teintes sombres des eaux de l'Elbe. Au début des années 90, alors qu'il est le directeur artistique de Chanel, il éprouve le besoin de revenir. À Paris, l'épidémie de sida décime le monde de la mode. Le couturier achète une villa à Blankenese. Cet ancien village de pêcheurs, devenu l'un des quartiers les plus cossus de la ville. Nous sommes venus ici. Nous avons emprunté une rue et nous nous sommes arrêtés devant un énorme portail. Il s'est ouvert et nous sommes entrés et nous avons tout de suite aperçu la maison. Il a choisi de rebaptiser la maison Villa Jaco, en hommage à son compagnon Jacques de Bacher. Jacques de Bacher,
ce dandy au style inimitable décède 2 ans avant l'achat de l'imposante demeure. Inspirée de la Rome antique, soutenue par de somptueuses colonnes, la Villa Jaco est une folie des années 20. Conçue par l'architecte allemand Walter Bedecker, elle est assise au premier rang du spectacle de l'Elbe, là où les navires de commerce et les péniches glissent lentement sur le fleuve. Cette vue est tout simplement phénoménale, à la fois sur l'Elbe, sur la magnifique forêt et sur le parc. Karl adorait cette vue et se sentait infiniment bien ici. Nous avons passé du temps sur cette terrasse où nous avons eu de longues conversations. À une époque où son équilibre vacille, Karl Lagerfeld s'oublie dans le travail. Perfectionniste intransigeant à la discipline toute prussienne, il souhaite tout contrôler et se tourne vers la photographie, insatisfait des clichés de ses collections. Il fixe sur la pellicule le décor qu'il a imaginé pour sa villa. Une tentative de ressusciter l'Allemagne d'avant-guerre, celle des années 20 qu'il aurait aimé connaître. Ce livre est un document exceptionnel pour comprendre ce que Karl a fait de cette maison. Il l'a entièrement photographiée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il voulait absolument que la décoration de la maison reflète fidèlement l'époque à laquelle elle a été construite. C'est une photo magnifique. Elle reflète parfaitement l'atmosphère du lieu, avec ce vent qui pénètre dans la maison et fait bouger ses rideaux. La brume, le vent, la vue sur l'Elbe à travers les rideaux et les sirènes des bateaux. C'est ça, Hambourg, pour moi. La raison pour laquelle il a fini par trouver que cette maison ne lui convenait pas assez est amusante. Il disait que contempler l'Elbe le rendait paresseux et qu'il pensait que cette vue étouffait sa créativité. Le passé se révèle trop dur à vivre au bord de l'Elbe. Il vend la Villa Jaco en 1998, mais Hambourg ne le quitte pas pour autant. Depuis le 19e siècle, le concert des sirènes et le vacarme des grues se mêlent à une mélodie plus délicate. Steinway, les pianos des plus grands naissent dans les faubourgs de la ville. Un nom qui marie l'excellence sonore à une mécanique irréprochable. Karl a toujours rêvé de jouer avec autant de maîtrise que vous. Enfant, il était déterminé à apprendre le piano. Mais sa mère, qui jouait divinement du violon, était peu encline à l'encourager. Un jour, alors qu'il s'essayait au clavier, elle lui a brutalement fermé le couvercle sur les doigts, lui a donné des crayons de couleur et a dit « ça fait moins de bruit ». Découragé, il a abandonné le piano. À une période où Lagerfeld multiplie les collaborations, il réalise en 2003 son rêve contrarié de pianiste avec ce qu'il maîtrise le mieux, ses crayons. Les pieds traditionnels des pianos le laissaient indifférent, voire le dérangeaient. C'est pourquoi il a conçu des pieds en forme de luge. Il souhaitait également un contraste saisissant entre l'intérieur du piano, d'un rouge vif, presque éclatant, et l'extérieur volontairement mat. Pour Lagerfeld, musique et mode sont intimement liés. Une multitude de notes s'offrent à l'artiste, à lui d'expérimenter pour trouver sa propre mélodie. On a demandé un jour à Karl s'il voulait créer des costumes pour un ballet. L'idée l'a enthousiasmé. Ce qui l'a particulièrement réjoui, c'est que le compositeur était le célèbre Johannes Brahms, un autre Hambourgeois. Le créateur imagine en 2016 le décor et les tenues de Brahms-Schönberg Quartet.
Un ballet, hommage au siècle du compositeur, où en près de 100 costumes, Lagerfeld décline son noir et blanc fétiche sur les tutus des danseuses. Un an plus tard, ce n'est plus le passé, mais un geste architectural qui anime les crayons du couturier. Dressé sur l'Elbe, le regard tourné vers la mer, l'Elbe Philharmonie incarne le Hambourg du XXIe siècle. Construite aux abords de la Speicherstadt par le cabinet Herzog et de Meuron, elle allie la brique traditionnelle des anciens entrepôts à la modernité du verre et de l'acier. En la voyant, Lagerfeld décide de concevoir la collection la plus hambourgeoise de sa carrière. Nous avons vu des marins avec leurs treuilleurs, ces pulls bleus qu'on porte par tous les temps. Nous avons vu des Elbsegler, les casquettes typiques de marins. Il y avait de gros pulls en laine bleu marine, mais aussi des sacs à main, qui ressemblaient à de petits conteneurs. Il y avait également des tissus pour vêtements et des tissus pour sacs à main qui rappelaient la couleur des briques de la Speicherstadt. Les coiffures, les tresses étaient attachées à l'arrière comme des nœuds marins. Il avait toujours, même s'il n'aimait pas l'avouer, un peu le mal du pays lorsqu'il a commencé à vieillir. Hambourg, cette porte ouverte sur le monde, Karl Lagerfeld la referme définitivement ce jour de décembre 2017. Au son de la Paloma, une chanson populaire des marins de la ville, il adresse un ultime salut à celle qui l'a vu naître. Il y avait tellement d'émotions dans cette salle, comme probablement jamais auparavant et peut-être jamais plus. Il était clair que c'était certainement le défilé le plus personnel de Karl. Ce fut en réalité une déclaration d'amour au port, aux ouvriers qui y travaillent et qui le font vivre depuis des siècles. À Hambourg, il n'y a pas que des dockers ou des top modèles, on a pu aussi y croiser un homme qui se déguisait en femme pour tuer des nazis. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. À 90 ans, il dansait encore le flamenco devant la caméra des réalisateurs qui ont entrepris de raconter son histoire. Tanze das Leben. Il a dansé la vie, s'appelle le doc qui lui est consacré. Il a aussi pas mal fait danser la mort. Sylvain Rubinstein, tueur de nazis, déguisé en femme. Sylvain et sa sœur jumelle, Maria, naissent en Russie en 1914, enfant illégitime d'un duc et d'une danseuse. La révolution de 17 les contraint à s'installer en Pologne. Danseurs à leur tour, brillants, frères et sœurs se produisent de Varsovie à Londres, de Budapest à Berlin. Leur duo de flamenco se fait appeler Dolores et Imperio. Des pas de 2 à 2, auxquels les nazis mettent brutalement fin en interdisant d'abord aux juifs de danser, puis en envoyant Maria à Treblinka, d'où elle ne reviendra pas. Sylvain, lui, est entré dans la résistance par l'intermédiaire d'un officier de la Wehrmacht, Kurt Werner, qui ne dit pas « Heil Hitler », mais « Scheiße Hitler », « Scheiße », c'est merde en allemand. Habillé en femme pour honorer sa sœur et éveiller moins de soupçons, Sylvain commence en Pologne par sauver des enfants juifs, dérober des armes, mettre du sucre dans les réservoirs ou couper les alimentations électriques. Mais ça ne suffit pas. Un jour, dans une brasserie où on célèbre un mariage SS, il jette 2 grenades sorties de son sac à main. Un carnage. Plus tard, à Berlin, où son réseau l'envoie, il tue un officier de la Gestapo, puis 2 autres qui semblent le suivre. Il dit ne pas savoir combien de meurtres il a commis. La nuit, il danse sur les toits, même quand les Alliés bombardent la ville. Après-guerre, il continue son œuvre de vengeance. Dans sa brocante qu'il ouvre à Hambourg, il place quelques objets du Troisième Reich. Les clients qui s'y intéressent d'un peu trop près, il les suit pour leur casser la gueule. La nuit, il danse toujours, cette fois dans les cabarets de la ville. Il a pris le nom de scène de sa sœur, Dolores. Dolores, c'est douleur en espagnol, une douleur que seule sa propre mort apaisera, et il l'attendra longtemps. Sylvain Rubinstein décède en 2011 à l'âge de 96 ans. On met de l'huile pour la suite de notre voyage. Nous sommes invités en Turquie, au plus grand rassemblement de lutteurs du pays. Et vous allez voir que leur but n'est pas simplement celui de décrocher la ceinture d'or.
Chaque geste s'exécute dans le calme. La concentration est extrême. Pour les lutteurs à l'huile, le moindre défaut de préparation peut entraîner la défaite. Dans la ville d'Edirne, à la frontière turco-grecque, les hommes parmi les plus forts de Turquie combattent. Cela fait 365 jours que je me prépare. La compétition de Kirkpinar est très importante pour moi, car c'est le seul lieu où on peut atteindre la catégorie la plus élevée de la lutte à l'huile. Si j'obtiens un classement ici, je pourrai accéder au rang de Baş Pehlivan, c'est-à-dire de grand lutteur. Une fois par an, sous le soleil brûlant de juillet, les lutteurs appelés Pehlivan sont en quête de victoire. La Yalı Güreş, la lutte à l'huile, est une plongée dans l'imaginaire collectif de la Turquie. Née sous l'Empire ottoman, cette pratique allie force, virilité et valeurs de l'islam. Émanation de la puissance de tout un pays, la lutte à l'huile est un moyen pour les garçons pauvres de Turquie d'accéder à une reconnaissance sociale. Au fil des siècles, elle est devenue un puissant outil politique, promu aussi bien par les sultans ottomans que par le pouvoir conservateur de Recep Tayyip Erdoğan. À Edirne, l'ancienne capitale de l'Empire ottoman, on perpétue la tradition de la lutte à l'huile pour la 664e année. Flûtes et tambours conduisent la foule vers les tombes des combattants qui ont marqué l'histoire. C'est en 1357, en pleine extension de l'Empire ottoman, que le sultan Orhan Gazi décide d'envoyer son fils et 40 cavaliers dans les Balkans afin de piller de nombreux villages. De cette campagne militaire naît la légende de la source des 40, point de départ de l'histoire de la lutte à l'huile. Après un long voyage, ils se sont arrêtés pour se reposer. Parmi ces 40 cavaliers, 2 frères nommés Ali et Selim se sont mis à lutter. Cela s'est transformé en un long combat qui a duré des heures, et ils se sont battus si fort qu'ils pouvaient à peine respirer. Ils sont tous deux morts sur place, devenant des martyrs, et leurs compagnons les ont enterrés à cet endroit. Plus tard, leurs amis sont revenus visiter la sépulture dans l'intention d'accomplir des rituels islamiques et des prières. Ils ont remarqué qu'une source avait jailli des tombes, la source de Kirkpinar. La source des 40. Le miracle est alors rapporté au sultan, qui ordonne que chaque année, des combats devront être organisés à cet emplacement précis. La légende fait le tour de l'Empire et alimente un engouement populaire pour ce sport. Les combats de lutte à l'huile deviennent un moyen d'entraîner les hommes du peuple pour en faire de potentiels soldats aguerris au service d'un sultan toujours plus avide de nouvelles conquêtes. Pendant l'époque ottomane, chaque jeune homme pouvait s'inscrire dans les tekes, les écoles de lutte, pour devenir Pehlivan, c'est-à-dire lutteur. Cela leur offrait l'opportunité de se faire un nom, car les Pehlivan jouissaient d'une immense respectabilité dans la société. Les sultans émettaient des décrets pour établir des tekes dans tout l'Empire. Quiconque avait la volonté de devenir un grand Pehlivan pouvait s'inscrire et commencer son entraînement. Parmi eux, ceux qui atteignaient un certain niveau de compétence participaient à des combats dans les palais devant les sultans. Cependant, ceux qui ne parvenaient pas à devenir de grands Pehlivan rejoignaient souvent le rang des janissaires de l'armée ottomane. Grâce à leur force physique, ils se distinguaient sur les champs de bataille et occupaient les premières lignes. Ces lutteurs servent les intérêts de l'Empire, mais pas seulement. Ils sont aussi les serviteurs d'Allah.
La lutte à l'huile mêle force et dimension religieuse, faisant de cette pratique le sport ottoman par excellence. Il existe ici de nombreux rituels. On peut dire que l'islam est au cœur même de ce sport. Aujourd'hui encore, dans les arènes de lutte, les Pehlivan prononcent des prières avec des invocations telles que « Allah, Allah ». Ils sont conscients de leur force tout en reconnaissant que demain, ils pourraient ne plus être aussi forts et qu'un jour, ils retourneront à Allah. Sanglés d'un short en peau de buffle, les Pehlivan doivent respecter un rituel très codifié, immuable. Ils s'enduisent la peau d'huile d'olive, dont l'usage lors des corps à corps remonte à l'Antiquité. Une fois couverts du précieux liquide, leur pantalon, où est inscrit leur nom, peut peser jusqu'à 10 kilos, rendant les prises et le combat plus techniques. Le rituel de la lutte à l'huile commence par un salut mutuel. Nous vérifions les pantalons, les muscles et notre adversaire pour nous assurer qu'il est bien prêt. Si un pantalon est mal attaché, nous le signalons pour éviter un avantage injuste. C'est un exemple de fair play. Avant le match, il y a un esprit de camaraderie et de respect. Cependant, une fois l'affrontement commencé, c'est une lutte acharnée jusqu'à la dernière goutte de sang. Durant les 30 minutes que dure un combat, au rythme des tambours et de la fanfare, les lutteurs doivent venir à bout de leur rival en le faisant chuter, son dos devant toucher le sol. C'est grâce à des prises techniques que les meilleurs Pehlivan se démarquent. Des gestes rendus extrêmement laborieux tant les corps sont lustrés. Reste le kispet, le short en peau, seule prise possible sur l'adversaire. Lors d'un combat, je peux compter sur une technique particulière qui m'est propre. On peut appeler ça un bras enveloppant. Quand je prends l'adversaire alors qu'il est sous moi, je le retourne et je lui mets le dos au sol. Mais c'est une prise difficile. À mesure que l'Empire ottoman se tourne vers l'Occident, la lutte, marquée du sceau des sultans, commence peu à peu à décliner. La nécessité de la pratiquer pour former des guerriers se perd et les centres de formation des lutteurs ne sont plus une priorité. À la chute de l'Empire, au début du XXe siècle, la lutte pratiquée autrefois à travers toute la Turquie se replie sur son centre névralgique à Edirne. Pour avoir la chance de briller dans les arènes brûlantes, Burak et Baki Sahin, comme les 2500 autres lutteurs, s'imposent une vie de sacrifice. Mentalement, il faut être totalement concentré et parfois se retirer complètement de la vie sociale pour se consacrer aux entraînements. Vous ne pouvez pas vous entraîner juste 2 ou 3 jours par semaine. Il faut s'entraîner 6 jours sur 7. On ne peut se reposer que le dimanche. C'est vraiment un sport très difficile. Vous avez soif sous le soleil. Vos yeux brûlent à cause de l'huile. Vous n'y voyez rien. C'est une pratique tellement dure que si vous n'avez pas la forme physique, vous vous effondrez. À l'intérieur de l'arène de Saraydjö, les 2500 guerriers frappent leurs cuisses en guise de salut adressé aux 40 000 spectateurs. Depuis sa création au XIVe siècle, la lutte à l'huile a toujours été pour les jeunes hommes pauvres de Turquie un moyen de changer de statut social. Parmi eux se trouvent des milliers de lutteurs, majoritairement issus des zones rurales. Beaucoup affrontent des difficultés économiques. Leurs familles ont des moyens limités. Ils ont souvent rencontré des obstacles dans leur éducation ou sur le marché de l'emploi.
Leur but principal est de réussir dans l'arène et de se démarquer. La renommée et la fortune associées au sport sont séduisantes. Mais au fond, ces lutteurs sont motivés par la chance de se faire un nom et de réussir. Sur les 10 000 lutteurs que compte le pays, 9 000 viennent de familles modestes. Ils sont entièrement autodidactes et choisissent la lutte comme profession. Là où il y a des pauvres, il y a des lutteurs. Pendant longtemps, la pratique de la lutte à l'huile est restée une activité d'amateur. Mais en voulant rompre avec l'héritage laïque d'Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan a choisi de faire de ce sport un point d'ancrage de l'identité turque. Sous l'impulsion du pouvoir, une ligue professionnelle est créée. Elle propulse la compétition d'Edirne sur toutes les chaînes nationales, attirant depuis quelques années des dizaines de millions de téléspectateurs. Une démonstration de force au service de la Turquie d'Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan a exprimé cette idée. De la même manière qu'un arbre arraché de ses racines ne peut rester debout, une génération coupée de ses traditions ne peut subsister. Cette phrase souligne l'importance de préserver les traditions. La popularité et la reconnaissance de ce sport ont atteint des sommets. C'est dorénavant sous le regard du président que les lutteurs combattent. Durant chaque match, les Pehlivan arrachent des points pour se hisser en haut du classement national. Au bout de 3 jours de sueur et d'efforts, la ceinture d'or ainsi qu'une prime de 550 000 livres turcs, environ 15 000 €, récompense le vainqueur. Une consécration pour celui qui devient aux yeux de tous l'homme le plus fort du pays. Pour les autres, demeure la fierté de faire vivre le lien intangible qui les unit aux guerriers des sultans ottomans. Ce qui me rend le plus fier, c'est que la lutte à l'huile est restée inchangée depuis 663 ans. C'est une tradition qui vient de mes ancêtres, les Ottomans. Sentir leur sang couler dans mes veines me pousse à lutter avec beaucoup de plaisir et de fierté. Direction l'Ouzbékistan maintenant. C'est Gulnouza qui régale avec une recette saine, simple et délicieuse à la fois. Bienvenue dans mon jardin. Ici, nous avons des animaux tels que des vaches, des poules. Alors, commençons à chercher par ici. Je devrais pouvoir trouver des épinards. Il faut bien les choisir. Les feuilles doivent être ni trop petites, ni trop grandes. On cherche celles de taille moyenne, car elles auront un meilleur goût. Et on garde la tige avec. Ça y est, je pense que j'en ai suffisamment. Maintenant, je vais aller chercher des œufs. Super. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Je vais les prendre. Voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Il est temps d'aller en cuisine pour préparer nos raviolis. Nous voilà dans ma cuisine. Je vais commencer par nettoyer les ingrédients que je viens de ramasser. J'ai bien lavé mes feuilles d'épinards. L'étape suivante est de les couper en tout petits morceaux. Très bien. Maintenant, je vais éplucher des oignons. Je les émince finement et je les ajouterai ensuite aux épinards. Le nom de ce plat signifie ravioli mixte, car on va avoir 2 garnitures différentes.
La première aux épinards et la deuxième à l'œuf. Je vais donc maintenant casser 5 œufs. Puis je les bats. Et enfin, j'ajoute un peu de sel et un peu d'eau. Voilà, mes garnitures sont prêtes. Maintenant, je commence à préparer la pâte. Ma pâte est prête. Je vais d'abord en faire des petites boules pour pouvoir ensuite l'étaler. Selon la légende, les raviolis à l'œuf, que l'on appelle en Ouzbékistan les touroum barak, étaient l'un des plats préférés des Khanes, les rois de Khiva. Cette recette mythique s'est transmise au cours des siècles. C'est encore aujourd'hui l'un des plats les plus réputés de la région. Ça y est, ma pâte est bien étalée. Je peux commencer à mettre mes ingrédients à l'intérieur. Je commence par les raviolis aux épinards. Je mets 1 cuillère d'épinards et ensuite je replie la pâte. Il faut que ce soit bien scellé pour éviter que cela se détache pendant la cuisson. Et voilà, je vais les mettre à bouillir. Pendant que mes raviolis aux épinards cuisent, je finis de préparer mes raviolis à l'œuf. Je commence par coller les bords ensemble et je laisse un trou pour y verser l'œuf ensuite. Je mets l'œuf, je referme et je mets à cuire. C'est prêt, je peux les amener à table. Et voilà le résultat. Vous pouvez me faire un peu de place sur la table, s'il vous plaît? Je te sers, Nourbek? Oui, s'il te plaît. C'est vraiment très bon. Merci, mon poussin. Il faut tout finir, ne laissez rien dans vos assiettes. L'histoire inattendue à présent. Elle nous conduit aujourd'hui en Suisse, à Lucerne, au cœur d'une vente aux enchères qui a fait frémir le monde de l'art. Une vente si polémique que le marteau du commissaire-priseur continue de résonner aujourd'hui encore. Lucerne incarne une sérénité helvète que les tumultes de l'histoire semblent constamment épargner. Pourtant, en 1939, sa paix légendaire se retrouve ébranlée par une vente aux enchères sous haute tension. Le 30 juin 1939, dans les salons du prestigieux Grand Hôtel Union, 125 œuvres d'art, propriété de l'État allemand, sont sur le point d'être mises aux enchères. Parmi elles, le rabbin de Chagall, les parents d'Otto Dix ou l'autoportrait de Van Gogh, mais aussi des toiles signées Picasso ou Gauguin, attendent de trouver preneur. Aux manettes, le vendeur d'art suisse Theodor Fischer, prêt à tout pour faire monter les enchères. Eva Reifert, conservatrice au musée d'art de Bâle, veille sur des œuvres acquises lors de la vente de Lucerne. Elle nous raconte les coulisses d'une opération orchestrée depuis Berlin par le régime nazi, qui mène une politique de purge de ces œuvres dites dégénérées depuis 1937. Cette opération concerne environ 21 000 œuvres. Elle comprend un grand nombre de peintures, mais aussi une quantité importante de gravures et de dessins. Ces œuvres ont été retirées des musées, transportées dans des dépôts spécifiques à Berlin, où elles ont été soigneusement inventoriées et examinées. On sait notamment qu'Adolf Hitler a personnellement jeté un œil à ces œuvres, et il est dit que rien n'a trouvé grâce à ses yeux. L'action vise l'ensemble des artistes d'avant-garde, des cubistes aux expressionnistes, considérés comme l'incarnation de la décadence de la race germanique. Pour le Troisième Reich,
Leur art entache l'art arien. Il faut détruire ces œuvres et traquer leurs créateurs, mais pas à n'importe quel prix. Les nazis réalisent assez rapidement qu'ils peuvent tirer profit de cet art. À ce moment-là, ils ont un besoin urgent de devises étrangères. C'est pourquoi il est décidé que les œuvres jugées les plus faciles à vendre seraient mises sur le marché à l'étranger. 780 peintures et sculptures, ainsi que 3500 croquis et dessins sont jugés exploitables à l'international. Une occasion en or pour le marchand d'art privé suisse Theodor Fischer. Il propose à Berlin d'organiser une vente sur le sol suisse, historiquement neutre. S'il assure publiquement que les recettes n'iront pas dans les caisses du Reich, personne n'est dupe. Le 30 juin 1939 s'ouvrent les enchères de Lucerne, l'événement dont tout le monde parle. Elles ont fait l'objet d'une très grande couverture médiatique dans la presse étrangère, en partie parce que Theodor Fischer avait fait beaucoup de publicité à ce sujet, mais aussi parce que le caractère unique de ce moment a été perçu. Un pays se dépouillant de son propre art, de sa propre modernité, pour la vendre. Malgré les appels au boycott d'amoureux de l'art, la salle affiche complet. Marchands privés, collectionneurs et délégations de musées européens et américains ont fait le déplacement. Les 350 personnes présentes savent qu'elles assistent à un moment historique, à quelques semaines de l'invasion de la Pologne. Il y a une tension palpable qui plane sur la salle, créant une atmosphère presque bouillonnante. Un climat étouffant auquel s'ajoute le poids des dilemmes qui planent sur l'enchère et ses participants. Acheter ou ne pas acheter? Est-il moral de participer au financement d'un régime dictatorial? S'agit-il de sauver l'art ou simplement de tirer profit de l'occasion? Est-ce une action répréhensible ou une urgence pour protéger l'art pour le public et les générations à venir? Les doutes n'empêchent pas les ventes de se succéder. 85 œuvres trouvent preneur pour plus d'1 demi-million de francs suisses. L'écrasante majorité des profits alimente les finances de l'Empire allemand. Les chefs-d'œuvre se retrouvent dispersés aux quatre coins du monde. Mais l'ombre de leur acquisition lors de la vente de Lucerne va les hanter durablement. L'idée de dégénérescence reste attachée à ces œuvres, peu importe la manière dont on les perçoit maintenant. Elles sont inscrites dans ce contexte historique et on le ressent encore aujourd'hui en tant que visiteur du musée, lorsqu'on se tient devant ces œuvres. Elles faisaient partie de l'art proscrit par les nazis, ce qui nous pousse à les regarder autrement, à essayer de comprendre. Pourquoi étaient-elles jugées trop modernes? Qu'est-ce qui ne correspondait pas à cette idéologie? Le jeune musée d'art moderne de Bâle acquiert 8 œuvres lors de la vente de 1939. Des toiles encore visibles aujourd'hui aux yeux de tous dans les allées du musée. Retour à la devinette. Avez-vous trouvé ce que la romancière britannique Daphné du Maurier a découvert quand elle est allée dans le Perche, sur les traces de ses ancêtres? Eh bien, que sa particule était une pure invention de l'un de ses aïeux. En fait, il n'était pas du tout noble, c'était même un sacré mytho. Après une longue enquête digne d'un roman policier, elle découvre que son patronyme est en réalité celui d'un hameau composé d'une simple ferme. Son aïeul était artisan, maître verrier et criblé de dettes. Il avait quitté la France pour l'Angleterre, il avait ajouté une particule à son nom pour se fondre dans la haute société britannique. Une capacité à créer des histoires qui n'est pas sans rappeler le talent narratif de Daphné du Maurier. Elle fera un roman de cette aventure dans le Perche, Bouc émissaire, c'est le titre, qui sera adapté au cinéma avec Bette Davis. Bis bald.